Et je souhaiterais d'ailleurs ne même pas m'appesantir sur le constat, car il fait l'unanimité. Je voudrais plutôt pouvoir montrer au point 3 que tout n'est pas fichu, comme on pense, parce que certains disent, si ça consacre à ce qui est fait, il faut déjà savoir qu'on peut arrêter l'hémorragie. On peut déjà prendre des mesures qui soient en conformité avec les recommandations réitérées à de multiples reprises par la Chambre régionale des comptes et qui consistent, premièrement, à avoir une comptabilité d'engagement qui vous permette, comme tout administré, toute personne, de dépenser que ce que vous avez, parce que imaginez que votre compte bancaire, que vous percevez un salaire de 3 000 euros et que votre compte bancaire se retrouve à 5 000 euros de découvert, vous pensez que la banque attendra que vous ayez jeté le chéquier pour vous interpeller? Non. Lorsque le déficit de fonctionnement d'une ville représente 10% de ses recettes de fonctionnement, elle est passible de la Chambre régionale des comptes. Là, c'est 140%, c'est 120% au moins. La ville a environ, combien 95 000 euros. La ville a environ 45 millions d'euros de recettes. Là, on a un déficit qui représente près de 80 millions d'euros. Donc c'est le déficit presque 2 fois, c'est que les recettes presque 2 fois. Donc aujourd'hui, il faut donc mettre en place un tableau de bord, une comptabilité d'engagement qui vous oblige à voir si les dépenses, les recettes sont là avant d'engager, respecter les règles de la commande publique, le code des marchés publics qui impose à toute autorité publique qui va engager des dépenses pour une ville ou pour un établissement public, à s'assurer qu'on a fait jouer la concurrence pour qu'on paye le prix le plus bas. Mais aujourd'hui, est-ce que les points 3 comprennent cela? Quelle est la voie des points 3? Puisque M. Bangou disait sur ce plateau même que bon, il y a eu la rénovation urbaine, qu'il a développée, qu'il a fait ce qu'il fallait et qu'il est prêt à présenter son bilan au point 3 avec certainement une assurance. Donc vous, Harry Durimel, que dites-vous au point 3 lorsque vous voyez cette situation? C'est de la com. Le maire joue de la communication et il espère qu'il va convaincre encore un petit nombre et pour qu'une minorité l'élise, puisque ça fait près de 15 ans qu'il est élu par une minorité, que le maire de Pointe-à-Pitre est élu par une minorité. Celui-ci, démissionnaire, a été élu avec 3 326 voix. Alors qu'il y avait 13 000 inscrits à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, il y en a 11 000. Il se dit que peut-être qu'avec 2 500, il sera encore le maire d'une minorité qui s'imposera, puis si l'opposition est divisée. Donc moi, ce que je dis au point 3, c'est que le destin de votre ville dépend de vous. On ne peut pas d'un côté gémir, et de notre côté, lorsqu'il s'agit de faire les grands choix, s'abstenir, puisque le premier fléau de Pointe-à-Pitre, c'est l'abstention. Mais justement, c'est l'indifférence. Si l'opposition est divisée, rappelez-vous, lors des dernières élections municipales, ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà une entente au niveau de l'opposition? Apparemment non, puisque j'ai reçu M. Barfleur sur ce plateau même, qui disait que bon, il espère qu'il y aura une entente au niveau de l'opposition. Alors je serais tentée de vous dire, que faut-il pour que vous puissiez être unis? Que faut-il pour que vous puissiez partir d'une seule voix et d'un seul pas? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais pouvoir finir de répondre à la première, puisque vous m'avez dit qu'est-ce que je dis au point 3. Parce que si je ne réponds pas à ce que dit M. Bangou, maire démissionnaire, puisque je voudrais lui demander, déjà dire au point 3, soyez lucide, puisque un maire qui, au lieu de se défendre, a pris la fuite en démissionnant, il y a certainement quelque chose à se reprocher. Quand on dit que c'est la rénovation urbaine, la Chambre régionale des comptes dit que dans la rénovation urbaine, la ville de Pointe-à-Pitre, qui coûte environ 500 millions, la ville de Pointe-à-Pitre devait apporter 65 millions. Et dans tout ce qui relevait de la maîtrise d'ouvrage de la ville de Pointe-à-Pitre, tout ce que la ville a fait finit avec 70% de dépassement. C'est cette même gestion laxiste qui fait que le centre des arts, on ne peut pas le finir. C'est cette même gestion laxiste qui fait qu'on ne peut pas payer la maintenance des climatiseurs à la mairie, de sorte qu'on est obligé de fermer la police, la mairie, à la mi-journée, puisqu'il fait chaud et on ne peut pas payer la clim. Donc, quand c'en est là, il est difficile de mentir comme ça au point 3. Donc, moi, ce que je veux dire au point 3, c'est la vérité. Et leur dire que la population, mobilisez-vous,
soyez maître de votre destin. Ne restez pas chez vous et espérez que tout va changer. Au personnel communal, à qui le maire sortant ou le maire démissionnaire s'applique à mentir, à faire peur en faisant croire que si l'opposition gagne l'élection, eh bien c'est la fin, eh bien nous disons non. Ça sera un jour de lumière pour le personnel. Nous voulons mobiliser le personnel, le rassurer, restaurer les carrières, puisqu'il y a des gens qui ont travaillé 40 ans et qui gagnent 800 € de retraite après leur départ à la retraite. Donc nous disons, conscients du fait que les élus peuvent toujours émettre des projets, des rêves, mais que la force de frappe de la collectivité, ce sont les agents territoriaux, les fonctionnaires territoriaux. Sans eux, on pourra toujours émettre des rêves, on n'aura pas de réalité. Donc je compte beaucoup sur la dynamique du personnel, puisque je le remettrai en confiance, je veillerai à ce que ses droits soient respectés et j'instaurerai le dialogue avec les acteurs, les partenaires sociaux pour que nous puissions faire cette ville, redorer le blason de cette ville et faire que la pointe soit toujours en pointe. Alors, quant à l'opposition et à l'union dont vous me parlez, une chose qui est sûre, c'est que là, tout le monde a conscience qu'il y a beaucoup plus de gens qui votent contre cette municipalité en place depuis près de 60 ans que de gens qui votent pour. Donc, logiquement, toutes ces personnes qui votent contre devraient pouvoir avoir des représentants qui se mettent ensemble. Et donc, nous sommes tous sur cette longueur d'onde, rechercher l'accord. Mais un accord, une union, ne peut pas être une sorte de soupe à Congo où on prend tout le monde et ça dure 6 mois et dans les jours qui viennent, c'est des missions cascades. Donc, c'est pour ça que nous prenons notre temps pour pouvoir parvenir à un accord de fond, un accord fondé sur un projet et qui soit viable de telle façon que ça soit ça qui nous soude. Donc, oui, je suis confiant, je pense que l'union se fera et nous sommes des hommes et des femmes, tous avec nos égos, nos convictions. Ce qui coince toujours, c'est la tête de liste. Pas tant que ça, selon les dernières nouvelles que j'ai. Et moi, je suis optimiste quant à cela. Et une chose encore à dire quant à l'union, on tente de nous faire croire qu'il faut éluder le débat démocratique. Lorsque des différents courants, différentes idées, différentes personnalités aspirent à une même fonction, il est normal qu'il y ait débat. Il est normal qu'on confronte les points de vue et que la population puisse faire les choix. On dirait qu'on voudrait nous dire contentez-vous du peu de gens qui votent et essayez de vous répartir les voix entre vous. Moi, j'aspire à ce que plus de gens votent. Quand vous avez 13 000 inscrits et qu'il n'y a que 6 000 personnes qui vont voter et qu'il y en a 7 000 qui ne mesurent pas l'impact de leur voix qui se disent ça paye ses vies à rien, eh bien notre plus gros travail, plus que l'union, c'est de faire que plus de Pointe-Trois aillent voter, ceux qui, à cause de l'insalubrité, sont allés vivre ailleurs, à Bémao, à Gosier et ailleurs, mais qui ont encore leurs intérêts à Pointe-à-Pitre et qui sont attachés à cette ville de cœur, eh bien, il faut que ces gens se mobilisent. Et plus qu'une union de façade, il faut une cohésion et une mobilisation générale de tous les Pointe-Trois sans distinguo. Pour qu'il y ait union, il faut que vous puissiez ne pas être à la tête de liste. Est-ce que vous le ferez? Alors, moi, sur des critères objectifs, si on vient me démontrer qu'il y aurait quelqu'un qui aurait plus d'atouts à faire valoir que moi, et les atouts, qu'est-ce qu'ils sont? Quels sont-ils? Parce que je ne vais pas dire, écoutez, je suis le premier, mettez-moi premier. Ce que je dis, c'est que j'ai une vraie volonté de conduire une liste à Pointe-à-Pitre et d'être le maire de Pointe-à-Pitre. Je le dis depuis une douzaine d'années, puisque ça va être la 3e fois que je devrais me présenter si je vais au bout de cette intention-là. Et donc, pour moi, les critères, ce doivent être des critères objectifs pour départager. Non pas on n'aime pas ta gueule ou on n'aime pas ton nez ou que tu parles trop fort, mais plutôt du point de vue de la compétence, du point de vue de la vision, du point de vue de l'ancrage, qu'est-ce qui fait la différence? Donc personnellement, qu'est-ce que j'ai à faire valoir? J'ai à faire valoir que pendant 10 années, j'ai exercé le métier de directeur général de service d'une ville de strate démographique supérieure, pratiquement à Pointe-à-Pitre qu'aujourd'hui. Donc j'ai de l'expérience, puisque je sais faire des budgets, des comptes administratifs, des plans d'occupation, des plans d'urbanisme et autres. Donc par ailleurs, en termes de suffrage, en termes de ce qu'on pourrait dire un électorat, bien sûr, et mon attachement, mon engagement. Aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, personne ne peut revendiquer le fait d'avoir autant d'expérience que vous.
Mais je ne suis pas dans une compétition avec les autres. Chacun fait valoir ses atouts. Moi, les miens, c'est mon expérience professionnelle, la connaissance du sujet, mon métier. Je suis juriste et nous sommes dans un état de droit. Donc, je connais les clés, les outils, les leviers à actionner pour sortir la ville de là. Je souhaiterais aussi inspirer confiance à l'État, à la région, au département, aux différents partenaires que nous avons potentiellement. Et je sais, par les contacts que j'ai, que ceux qui aspirent à nous aider souhaiteraient voir une autre gouvernance. Que penserait l'État, par exemple, de voir qu'un maire révocable qui a fui soit élu maire par une minorité? Eh bien, on dirait à la majorité qui s'est tue, qui est restée chez soi, on lui dirait, eh bien, voilà, que la personne qui a plongé la ville dans un déficit abyssal, eh bien, va revenir au pouvoir. C'est inconcevable. J'entends même des gens dire que c'est indécent qu'ils se prononcent. Je ne me prononcerai pas, mais j'ai entendu des points de croix dire qu'ils trouvent ça indécent. Donc, pour moi, le meilleur d'entre nous sera celui qui pourra présenter un projet alternatif, un plan de résorption du déficit, un qui pourrait garantir que s'il se retrouve à la tête de la liste, il y a un certain nombre de gens qui expriment et qui ont déjà exprimé une adhésion à ces valeurs, et il y a l'écologie. Aujourd'hui, cette vision-là est d'actualité. On a mis 20 ans à reconnaître que les combats que je menais étaient justes. Aujourd'hui, je vois tout le monde parler du chlordécone. Oui, tout le monde est écologiste. Tout le monde est écologiste. Il y en a naguère qui disait que du rimel fouille qu'a parlé. Aujourd'hui, on se rend compte que notre pays est durablement empoisonné et que nous-mêmes, nous sommes empoisonnés. Donc peut-être que mon tort, c'est d'avoir raison trop tôt. Mais là, en l'espèce, je voudrais pouvoir défendre ce parcours-là. Merci Harry Durimel. Nous aurons l'occasion de nous revoir puisque ce n'est que le début des émissions concernant ces prochaines élections de 2020. Merci d'avoir été avec nous et juste après vous, nous irons du côté de la commune de Saint-François avec Bernard Pancrel. Bonsoir, c'est moi.